Bonjour à tous. Chose promise, chose due. Comme je vous avais promis de faire cette vidéo concernant Saïd Saadi, et à l'occasion de la sortie de mon dernier livre, Algérie, de la théorie à la pratique du complot, le 22 février, que vous pouvez retrouver un peu partout, et surtout préfacé par le colonel Mohamed Samraoui, auteur de Chroniques des années de sang. Je voulais donc faire cette vidéo pour vous démontrer l'ampleur de l'escroquerie, l'ampleur de l'entourloupe du cas emblématique Saïd Saadi. Bon, je vais en profiter aussi pour vous donner les preuves factuelles de ce qu'on avance, ok? Que ce soit des articles, des vidéos ou des documents officiels, notamment les actes de propriété, etc. en Algérie ou en France. Donc, M. Saïd Saadi, ex-président du parti politique algérien du RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie, qui a montré les limites de sa pratique de la démocratie en m'agressant physiquement à 2 reprises le samedi 2 novembre dernier, pour lui avoir posé dans la rue une question simple, se rapportant à son dernier livre. Il s'est ensuite lâché sur les réseaux sociaux avec une série de mensonges grossiers que nous reprendrons un par un. On a le temps, vous inquiétez pas. En revenant sur cette affaire, cela va nous permettre de dresser une rétrospective sur l'histoire des 30 dernières années en Algérie, notamment sur la pratique politique de la junte. Il n'est pas question de parler, moi je ne le connais pas, Saïd Saadi, hein, je ne l'ai jamais vu de ma vie, sauf ce fameux 2 ou 3 novembre à Marseille, c'est tout. Voilà, je n'ai rien contre lui, si ce n'est ses choix politiques, comme personne, je ne le connais pas. Par contre, ses choix politiques, ils me dérangent. Voilà. Donc, on va s'y atteler et ça va nous permettre de parler du régime, parler du système qui a mis en place Saïd Saadi et qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est ce dont on veut se débarrasser dans le cadre du Hirak, dans le cadre de la révolution algérienne. Qui est Saïd Saadi? C'est un homme politique algérien qui est né le 26 août 1947 à Aghrib, en Algérie, en Petite Kabylie. Médecin psychiatre de formation, qui n'exercera quasiment jamais, il est membre fondateur et ancien président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, le fameux RCD, qui est présenté en France comme les laïcards, démocrates, etc. Et tous les autres, c'est des pas bien, c'est des islamistes, vous voyez. Et il a été député à Alger à 2 reprises pour 2 mandats de 5 ans, du 5 juin 1997 au 30 mai 2002 et du 17 mai 2007 au 10 mai 2012. Ces dates sont importantes, vous comprendrez pourquoi après. La rencontre avec Saïd Saadi était totalement fortuite, contrairement aux allégations de l'agresseur et de ses sbires parlant d'une opération commandée par Alger. Vous vous rendez compte? J'étais déjà sur place, comme vous pouvez le constater sur notre chaîne YouTube. J'ai fait un direct. J'étais pour une manifestation contre l'islamophobie. Il est donc évident que toute personne affirmant qu'il s'agissait d'un coup monté, d'une agression préméditée, ne fait que mentir et se ridiculiser publiquement. Ce fut d'ailleurs le discours tenu par Saïd Saadi et ses relais médiatiques, ainsi que par ses soutiens virtuels sur Facebook et les réseaux sociaux. Il est d'ailleurs assez comique, mais vraiment comique, de les voir recourir à la théorie du complot pour expliquer une simple rencontre totalement anodine, une banale coïncidence. Le 3 novembre dernier, à 20h51, Saïd Saadi publiera sur sa page Facebook le communiqué suivant. J'ouvre les guillemets. Grossière provocation assortie de menaces verbales hier après-midi à Marseille par 2 nervis tenant un discours islamiste. L'un d'eux, Salim Laïbi, serait un neveu de Kasdi Merba, ancien responsable de la police politique. Une plainte a été déposée le jour même. Nota bene, les allégations proférées par cet individu ont déjà été condamnées par la justice en tant que propos diffamatoires. Ce communiqué n'a été publié qu'après ma vidéo diffusée sur notre chaîne YouTube. Ceci en dit long sur l'honnêteté de la manœuvre de Saïd Saadi. Il aurait dû s'exprimer immédiatement s'il s'était senti vraiment agressé, ce qu'il n'a pas fait. Quand il a vu que ma vidéo a fait un énorme buzz, il s'est senti obligé de répondre. Mais là où l'ex-président du RCD va déraper, c'est lors de la publication de son 2e communiqué. Le 7 novembre à 10h32, il publie un long texte aussi bien en français qu'en arabe, un tissu de mensonges encore plus graves. Primo, il utilisera cette fois les termes intégristes, ce qui relève de la diffamation. Pire encore, il affirme que la rencontre a duré 40 minutes, alors qu'elle n'a pas dépassé les 4 minutes. Et là, je vous prie de croire que les témoignages sont extrêmement nombreux. On peut trouver des caméras, parce que c'est tout filmé là-bas, j'ai vérifié. Il y a aussi mon positionnement GPS. Pourquoi mentir? Surtout lorsqu'on sait que les caméras
vont démontrer le contraire. Saïd Saadi avait compris que la vidéo avait fait un buzz monumental à l'international. Je ne connais personne qui ne l'ait pas vu, c'est dingue. Et il s'est senti obligé de faire de la politique politicienne et donc de mentir comme il en a pris malheureusement l'habitude. Il va essayer de faire accroire qu'il a reçu un très grand nombre de soutiens populaires, alors qu'il suffit de lire les commentaires sous les vidéos pour comprendre que c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Je vous invite à lire les commentaires publiés sur l'article de l'Watan, l'article de Liberté, etc. Il s'est fait détruire. Quant à nous, on a reçu des centaines de commentaires qui nous remerciaient du fond du cœur. Ok ? Je me souviens même d'un commentaire, moi, qui m'est paru vraiment hallucinant, d'une personne qui me remercie de lui avoir permis de voir ça avant de mourir, texto. Voilà. Tellement ce type est haï. C'est dingue, hein? D'ailleurs, on était loin de penser que ce monsieur avait autant d'ennemis, puisqu'en quelques heures seulement, quelques jours après, nous avons commencé à recevoir des documents personnels et des informations compromettantes que nous allons exposer ici, pour démontrer cet exposé, pour démontrer ce travail. Ensuite, il annonce avoir déposé plainte à Marseille. Il va de soi que j'en ai fait de même pour agression et diffamation, ce que je n'aurais jamais fait s'il n'avait pas été le premier à le faire, car, comme vous en convenez, c'est une affaire purement algéro-algérienne. Je n'ai toujours pas été convoqué pour sa plainte et je n'ai aucune nouvelle de ma plainte à ce jour. Il nous accusera ensuite d'être des agents du système et donc de la junte militaire, ce que feront d'ailleurs allègrement ses amis journalistes d'Al-Watan et de Liberté, ne se rendant pas compte que ces deux accusations sont antinomiques et contradictoires. Je vous laisse réfléchir. On ne peut pas être à la fois intégriste, islamiste et agent du DRS. Autrement, c'est une validation de la thèse du complot et du fameux qui tue qui. Donc on avait raison en fait. Malheureusement pour eux, ces gens ne sont pas assez subtils ni intelligents pour se rendre compte de ces contradictions, à moins qu'ils se pensent trop intelligents jusqu'au point d'aller se moquer de leurs lecteurs à ce point. Parlons rapidement du soutien d'une certaine presse à Saïd Saadi. Je parle précisément des deux articles précédents d'Al-Watan et de Liberté, sans jamais avoir pris la peine de me contacter pour avoir ma version des faits. Pourtant, c'était très simple sur Facebook. Une demande d'insertion d'un droit de réponse a été adressée à ces deux journaux par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle a été refusée. Des procédures judiciaires seront enclenchées auprès des autorités compétentes. D'ailleurs, l'ex-rédacteur en chef d'Al-Watan est un éradicateur assumé, puisqu'on retrouve M. Omar Belhouchet, présent au meeting du 21 janvier 1998 à la Mutualité de Paris, en présence de Khalida Messaoudi, BHL, Jack Lang, Glucksmann, Goupil, Finkielkraut et toute la clique, ainsi que deux femmes ramenées en guise de faux témoins censées avoir été violées par les terroristes du GIA. On y reviendra plus loin, tout a été monté de toutes pièces. Saïd Saadi va persister dans son délire paranoïaque et oser une diffamation très grave contre M. Mounjir Ouaïguia, qui était avec moi, le traitant de sicaire intégriste. Sicaire intégriste, vous savez ce que ça veut dire? Tueur à gages. Si ça, c'est pas de la diffamation. Il va même essayer de faire croire à ses lecteurs que M. Mounjir Ouaïguia serait sorti mystérieusement de l'Algérie au début des années 90, alors que tout est faux. En fait, c'est un bon père de famille, tout à fait respectable, bien plus que d'autres moralisateurs justement et donneurs de leçons. C'est un professionnel diplômé d'un BTS qui travaille dans la robotique, etc. Donc, encore une fois, le mensonge, le mensonge, le mensonge. Il a lui aussi d'ailleurs déposé plainte contre Saïd Saadi pour diffamation publique. Il n'a pas non plus été contacté par les médias propagandistes pour vérifier leurs informations. Il balance direct. Nous avons vraiment affaire à des médias voyous. Il est en outre assez osé de la part de Saïd Saadi de venir accuser deux vrais militants du Hirak marseillais qui se sont investis tous les dimanches depuis le 3 mars en brandissant des pancartes portant le slogan Gate Saleh dégage, système dégage, pouvoir assassin, etc. Alors que depuis sa fuite d'Algérie début avril, après avoir été expulsé de la ville de Béjaïa le vendredi 4 avril sous les huées des Hirakistes, Saïd Saadi s'est réfugié en France à Marseille. Il n'a pourtant participé à aucune des manifestations des 48 dimanches au Vieux-Port ou à la Porte d'Aix. Absolument aucune. Concernant l'action politique de M. Saïd Saadi en rapport avec la situation en Algérie, il suffit d'analyser sa page Facebook publique. Durant la période allant du 19 août 2018 au 13 février 2019, Saïd Saadi n'a rien posté comme le démontre la capture d'écran de sa page Facebook. Je vous laisse y aller, vous allez le vérifier par vous-même.
À propos, qu'a-t-il publié ce 13 février 2019? Un texte intitulé L'épreuve de vérité. En réalité, il revenait sur son Facebook pour faire la promotion de son avant-dernier livre consacré à Cherif Khaddam. C'est tout. Sinon, l'Algérie, le sort de l'Algérie, les analyses, Walou, ça ne servait à rien. Avant de continuer dans la description chronologique des événements suite à la publication de la vidéo, revenons sur la critique la plus intéressante et la plus légitime le concernant. D'aucuns affirment que ce n'est pas le moment de faire une telle vidéo et que Saïd Saadi n'est pas l'ennemi numéro 1 à battre. Effectivement, Saïd Saadi ne représente absolument plus rien. D'autant que son patron, le général Toufir Mediane Mohamed, est en prison, que son ami Abdelaziz Bouteflika est également hors jeu. Son frère Saïd étant lui aussi en prison, il menace de se suicider, blabla. Saïd Saadi ne représente pas grand-chose, il ne représente pas une force politique en Algérie, il n'est rien d'autre qu'une création des médias, une création des services du renseignement, une création de Toufir. En fait, c'était l'Arbi Belkhair au départ. Malgré une présence médiatique très lourde, aussi bien en Algérie qu'en France, Saïd Saadi n'a pas dépassé les 2% lors de l'élection présidentielle de 2004. Il n'est pas minoritaire, il est micro-minoritaire. Son poids politique est insignifiant. Par ailleurs, quand on connaît les résultats obtenus par le RCD lors des consultations électorales, on se demande comment a-t-il pu obtenir 19 sièges au Parlement, si ce n'est par le jeu des quotas et les petites magouilles. À l'instar de Khaled Nzar humilié dans un aéroport parisien, de Benflis hué en sortant d'un restaurant syrien à Alger, de Bougra Sultani humilié à Paris et de bien d'autres membres de la mafia, de la Issaba, Saïd Saadi a eu droit à un rappel du destin. Ce n'est que ça. Il a fait des choix, il doit en payer le prix aujourd'hui. Plus troublant fut sa réaction lamentable de ses turiféraires. Quelques dizaines de sociopathes à la vulgarité pathologique sont venus troller les articles et vidéos. Hormis les injures extrêmement vulgaires et les menaces physiques, le discours est toujours le même. Comment avez-vous osé vous attaquer au monument Saïd Saadi qui a tant fait pour la démocratie et qui a sauvé l'Algérie? On croirait qu'ils sont en train de parler d'un pays scandinave et non pas de l'Algérie, pays détruit, anéanti, dévasté par 30 ans du règne des généraux traîtres et de Bouteflika. Saïd Saadi et ses fans devraient avoir honte d'avoir appartenu à une opposition fantoche, ce décorum oppositionnel qui a dégoûté absolument tous les Algériens de la politique. Décidément, ces gens vivent sur une autre planète, un monde parallèle qui n'a rien à voir avec le monde réel. Il s'agit bien là, en effet, d'un comportement sectaire qui n'a rien à voir avec la raison et certainement pas avec la politique. Je peux également ajouter que 80% des soutiens de Saïd Saadi sur Facebook appartiennent au MAC de Farhat Mehani, les indépendantistes blabla, comme le démontre leur page, leur profil. Ils ne s'en cachent même pas. Cela est très important à saisir pour la suite, puisque cela procède d'une explication historique. Ils travaillaient ensemble. D'ailleurs, comment peuvent-ils oser parler de démocratie alors que Saïd Saadi a pulvérisé le record de durée de Bouteflika, soit 23 ans à la tête du RCD, du 9 février 89 au 9 mars 2012? N'a-t-il pas voulu laisser son fils Ahmed reprendre le flambeau? Il a d'ailleurs casé au sein de la direction du RCD en tant que secrétaire aux relations internationales. En réalité internationale, pour lui, ça ne se rapporte qu'à la France. Il se retrouve donc en France avec un salaire compris entre 1600 et 1800 euros, jusqu'à son exclusion du parti par l'actuel président du RCD, Mohsen Belabbas. D'ailleurs, maintenant, c'est la guerre entre eux. Est-ce un comportement démocratique? C'est d'ailleurs le même cas pour d'autres personnalités politiques très proches de Saïd Saadi, à l'image d'une Louisa Hanoun, qui est actuellement en prison, secrétaire générale du Parti des Travailleurs pendant plus de 16 ans. La démocratie, c'est bien, mais pour les autres, se sont quand même allés désigner Habib Souaidia des démocrates non pratiquants, ou des démocrates. Ils n'ont que le mot démocratie à la bouche, mais cela reste confiné au stade de la théorie, et ce ne sera jamais validé dans les faits. Ces valets de Hezb Fransa, vrais démocrates, devraient prendre exemple sur la France, qui laisse des citoyens algériens, franco-algériens manifester sur son sol en critiquant la politique élyséenne de la France-Algérie. Ça, c'est des démocrates, même s'ils font ce qu'ils veulent, mais au moins ils jouent le jeu. Ajoutons à cela que la défense de Saïd Saadi et sa présentation comme étant un monument ressemblent beaucoup, énormément, à l'idolâtrie que les gens du FLN ont manifesté à Ben Bella, Boumediene et enfin à Fakhamatouhou. La même maladie du zaïmisme. Si on ajoute à cela leur arrogance qui leur fait croire qu'ils ont raison contre tout le monde, on se retrouve exactement avec la même pathologie du parti unique, pareil. Et on est alors fort loin de la démocratie, de l'échange d'idées, de l'écoute de l'autre. C'est la même mécanique intellectuelle du FLN qui est recyclée au sein du RCD
Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, pour ma part, je suis un militant impénitent de l'antipartisme. Donc déjà, rien que pour ça, encore une fois, désolé de vous choquer pour ceux qui se posent la question d'où il parle, je ne fais partie d'absolument aucun parti politique et je suis contre les partis politiques. Parce que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie et c'est une perte d'intelligence. Voilà, tout simplement. J'ai pu le constater lors du dimanche suivant, la rencontre avec Saïd Saadi au Vieux-Port à Marseille, pendant la manifestation hebdomadaire du soutien à l'Algérie, du Hirak. Ayant rencontré un proche de Saïd Saadi que je connaissais depuis longtemps, très longtemps, depuis une quinzaine d'années, depuis au moins 12 ans, le dénommé Saïd Joliette, discutant avec lui de ce qui s'était passé, une avocate régulière du Hirak, qui passe parfois sur la chaîne Magharibiya, s'est incrustée et est venue m'insulter devant tout le monde d'une manière extrêmement vulgaire, malgré son âge largement avancé, septuagénaire. On eût dit une possédée. Ce fut le tour de Saïd Joliette, elle l'a encouragé de venir crier à son tour, tel un possédé, m'accusant d'être un agent dormant du DRS à Marseille. Il appuiera ses accusations sur mon lien familial avec l'ex-chef du gouvernement Qasdim Elbeh, patron de la sécurité militaire, d'octobre 62 à février 79. J'avais donc 4 ans lorsqu'il a quitté les services de renseignement. J'avais 4 ans lorsqu'il a quitté les services de renseignement. Bref, là, bon, super l'argument. On y reviendra plus loin dans le détail, mais revenons sur les réactions de ces deux personnes qui se disent démocrates. L'avocate dont il est question officiait pour le compte du consulat d'Algérie à Marseille, et pourtant, personne ne l'a accusé de faire partie du DRS. Personne. Quant à Saïd Joliette, il a fait partie de l'amicale des Algériens en France, comme un très grand nombre d'Algériens, qui est, comme chacun le sait, un bureau des services de renseignement. Personne ne l'a accusé non plus. Ça viendrait à l'idée de personne de faire ça. Quant à l'accusation d'agent dormant, il faut dire que le sommeil a été bien lent, puisqu'il m'aura fallu attendre 27 ans depuis mon arrivée à Marseille en 1992 pour réagir. Cela relèverait plutôt du coma profond que du sommeil, hein, on est d'accord. Bref, toujours cette délicieuse théorie du complot, sans jamais amener le moindre début de preuve, tout en pataugeant dans un nombre incalculable de contradictions. On a affaire à des incompétents pathologiques. J'ai remarqué aussi les réactions épidermiques de certains membres du Hirak marseillais tendance gauche, dès que je m'attaquais à leurs idoles, hein, c'est le fameux Katsa, comme Kamel Daoud, Boualem Sansal, etc. Ce dernier n'a pourtant pas hésité à traiter les migrants algériens de violeurs de femmes lors de l'affaire de la Saint-Sylvestre allemande de 2016. Hein, il a traité les Harragas de pervers sexuels et de violeurs. Toute l'extrême droite européenne avait crié à l'invasion de hordes de violeurs alors que le procès, qui ne concernait que 3 migrants, les a totalement innocentés en leur octroyant même des dommages et intérêts de mémoire 4 500 €. Nous attendons toujours les excuses de Kamel Daoud, qui a eu le culot d'expliquer un jour dans un documentaire diffusé sur la chaîne Arte en 2017, alors qu'il était attablé sur le toit de l'Institut du monde arabe avec Leila Slimani, que les meilleures années de sa vie passées en Algérie étaient celles de la décennie sanglante, car selon lui c'était, je le cite, alcool, sexe et vie intense. Alcool, sexe et vie intense. Fin de citation. Pendant que le chaos s'abattait sur le pays, que 250 000 Algériens étaient froidement assassinés, un coup d'état militaire, des dizaines de milliers de parquets dans des camps de concentration dans le sud, 20 000, 25 000 disparus à jamais, le sieur Kamel Daoud s'amusait intensément, batifolait les jambes à l'air, ajoutant que Kamel Daoud a été condamné en appel en Algérie pour avoir battu son ex-femme. 3 mois de prison avec sursis, 20 000 dinars d'amende. L'histoire s'est inversée et la magie a opéré contre son auteur. Lui qui a accusé à tort les migrants d'être violents se retrouve condamné pour les mêmes faits, tandis que les migrants qu'il avait accusés ont été blanchis et libérés par la justice. C'est rigolo, non? Voici le monde réel. Tout le reste n'est que blabla. Ce sont ces gens-là que les démocrates de pacotille aiment défendre. Voilà, il faut le savoir. D'ailleurs, Kamel Daoud vient d'écrire un papier pour affaiblir le moral des hirakistes en expliquant que le Hirak en avait perdu contre le régime. Voilà, il vient de le faire dans le magazine Le Point. Voilà, enfin, c'est une évidence, tout le monde le sait. Revenons maintenant au sujet qui nous intéresse, l'affaire Saïd Saadi. Pour une meilleure compréhension, il est nécessaire d'entrer au cœur de la problématique en posant la seule question qui vaille d'être posée. Que peut bien faire Saïd Saadi à Marseille? Que fait l'ex-président du RCD en France? Est-ce sa place? Lui, le député algérien retraité, vient-il dépenser sa retraite en France? Vous rendez-vous compte de la symbolique catastrophique d'une telle situation? En discutant avec un ami, ce dernier a eu une réflexion tellement juste que je tiens à la partager ici. Il m'a dit avec un naturel déconcertant: que peut bien faire Saïd Saadi à raser les murs de Marseille
au lieu d'affronter son destin en Algérie. Il a tout résumé, il a tout dit. Il faut savoir qu'un député algérien, à partir de 2 mandats, comme c'est le cas pour Saïd Saadi, perçoit une retraite à taux plein d'environ 250 000 à 300 000 dinars algériens. Encore une fois, la symbolique est désastreuse, car nous avons ici un député qui vient dépenser sa retraite algérienne en France. Nous n'allons pas épiloguer outre mesure sur l'illégalité de toute sortie de devises hors du territoire national. Nous laisserons à la justice algérienne le soin d'enquêter sur cet aspect de l'affaire. C'est quand même extrêmement sérieux, extrêmement grave. Symboliquement, c'est catastrophique, d'autant que la situation économique algérienne est lamentable. Les questions qui lui avaient été posées à Marseille étaient pourtant très simples. D'où peut bien venir son important patrimoine alors qu'il n'a jamais travaillé en tant que médecin? Il a eu certes à accomplir 2 mandats de député, dont le salaire est connu et relativement limité. Il a eu également à nourrir une famille et à vivre dans un pays où l'inflation est galopante, le dinar est très faible. Du coup, la question s'impose, comment a-t-il pu se procurer en 2002 un terrain sur les hauteurs d'Alger, dans le quartier huppé de Poisson à El Biar, avec de si modestes revenus? Sachant que le mètre carré coûtait entre 400 et 500 000 dinars, le terrain totalisant 470 mètres carrés, comment a-t-il pu débourser la somme de 188 millions de dinars algériens pour un terrain nu sur lequel il a fallu construire une villa de surcroît? Vous vous rendez compte? Il est tout à fait légitime de reprocher à Saïd Saadi sa proximité avec les généraux dafistes du Hizb français, surtout lorsqu'on l'a vu attablé avec le général Khaled Nzar et l'avocat et traître Ali Haroun, les 2 artisans du rappel de Mohamed Boudiaf, l'ex-président algérien assassiné moins de 7 mois plus tard. Que peut bien faire un président de parti politique qui se dit démocrate et de l'opposition avec un général criminel au pouvoir, un général de la junte? D'ailleurs, très vite, le site internet des enfants de Khaled Nzar, Algérie patriotique, a publié un article de soutien à Saïd Saadi. Il s'agit plus exactement de 2 articles. L'un pour parler de la vidéo qui leur a servi de prétexte pour parler de leur père, le boucher d'Alger, Nzar el-Jazzar. La seconde vidéo servira à diffuser le communiqué du RCD, qui, rappelons-le, n'a pas été signé. N'a pas été signé. C'est du jamais vu. Un communiqué qui n'est pas signé, c'est quand même curieux. Au minimum, bon, c'est le président qui signe. Là, s'il n'a pas signé, c'est que ce n'est pas lui qui l'a écrit. C'est quasi certain. Il va de soi que personne n'a essayé de me joindre pour avoir des précisions et entendre ma version des faits, ce qui en dit long, encore une fois, sur le professionnalisme de ces gens. On est que dans de la propagande, hein, alors qu'il est très aisé de me joindre. Mes coordonnées sont accessibles sur Internet. D'ailleurs, Nordine et Hamouda m'ont aussitôt contacté pour en savoir un peu plus, alors que je ne l'ai jamais connu. Mais ce n'est pas allé plus loin, on n'est pas rentré en contact, Dieu merci. Rappelons que le général Khaled Nzar, surnommé le boucher ou Jazzar, est actuellement en fuite en Europe. Tout le monde sait en Algérie qu'il a assassiné sa propre épouse devant ses enfants en prétextant une première fois qu'elle avait rejoint les rangs des islamistes pour ensuite changer de version en invoquant une erreur de manipulation de son arme. Type, il n'est pas futé, hein. Le premier médecin légiste lui avait refusé le permis d'inhumer car la version des faits ne collait absolument pas. Nzar le boucher a pu néanmoins obtenir d'un autre médecin corrompu et d'un précoureur autant corrompu le précieux document nécessaire à l'inhumation. N'ont-ils pas dégoté un professeur de médecine corrompu pour valider le prétendu état de santé excellent d'Abdelaziz Bouteflika lors de l'élection présidentielle du 4e puis du 5e mandat, malgré des séquelles extrêmement handicapantes de son terrible AVC de 2013. D'ailleurs, un très grand nombre de faux démocrates hypocrites sont allés défendre à Paris devant la 17e chambre le criminel de guerre Khaled Nzar lors de son procès contre Habib Souaidia, qu'il a d'ailleurs perdu. Pour exemple, citant l'écrivain Boujdra et tant d'autres. Donc c'est tous la même équipe, hein, c'est tous la même équipe, ils se défendent les uns les autres. Voilà, vous trouverez toute la liste des gens qui ont signé les pétitions dans le livre. Il y a absolument tous les documents en annexe, c'est des annexes très riches. Hein. Saïd Saadi appartient au camp des militaires éradicateurs, au clan des militaires éradicateurs. Ces criminels voulaient tout simplement exterminer tous les membres de l'ex-FIS qui, de son côté, estimaient avoir remporté légalement et démocratiquement les élections. Ça, c'est la réalité politique du terrain. Ce qui est hilarant, c'est que Saïd Saadi se prononcera pour l'interruption du processus électoral, un acte antidémocratique par excellence pour, je le cite, ne pas tuer la démocratie. N'est-ce pas merveilleux? Il a donc tué la démocratie pour lui sauver la vie. C'est comme un médecin qui tue son patient pour arrêter l'hémorragie.
Évidemment, ça marche bien, ça arrête tout de suite l'hémorragie, mais il y a quand même un problème éthique à soulever. Le patient, il est mort entre-temps. Hein, 250 000 morts. Ce même Saïd Saadi qui m'accuse d'être un islamiste intégriste, terroriste, blabla, n'a-t-il pas reçu au siège national du RCD à Alger en 2014 les ex-patrons du fils, Kamel Gmazi et Ali Jdé, en leur tapant la bise? Il faisait la bise. Comme toujours, les intérêts immédiats d'une situation donnée lui ont imposé ce grand écart. Quant à moi, je n'ai jamais croisé ces ex-responsables du fils. Je n'en ai connu d'ailleurs aucun, étant donné que l'on ne vivait tout simplement pas sur le même continent. J'étais en France. À l'âge de 17 ans, je suis venu faire mes études à Marseille. Donc, j'ai jamais fait de politique en Algérie. Ce même Ali Jddi qui a appelé à voter lors des dernières élections du 12 décembre, s'alignant ainsi sur le discours de la junte et de l'armée. Hein? Donc, la boucle est bouclée, encore une fois. Comme par hasard, tous ces gens-là se fréquentent. C'est pourtant Saïd Saadi qui refusait toute négociation avec les militants du fils, condamnant toute perspective de dialogue au début des années 90, lors notamment des États généraux des Patriotes, tenus du 19 au 25 novembre 1993. Pour ce faire, il est allé jusqu'à appeler à prendre les armes et à recourir à la violence. D'ailleurs, il avait exactement la même position que le GIA, qui était contre toute négociation avec le pouvoir. Donc on avait deux camps de timbrés qui voulaient se faire la guerre sur le dos des civils. N'eussent été les conséquences dramatiques qui en ont découlé, il est intéressant de faire ce constat aujourd'hui, car on comprend à présent que les deux camps, aussi bien celui des groupes armés que celui des fameux pseudo-démocrates, étaient dirigés par le même marionnettiste, le DRS de Tawfiq. Encore une fois, on aurait pu gagner beaucoup de temps, puisqu'in fine, il y a bien eu négociation avec le fils et les groupes armés, non? On aurait gagné du temps et surtout des vies humaines. Sauf que nous sommes aujourd'hui en 2019 et que nous pouvons faire le constat de ces choix faits en 92. Ce choix qui consistait à vouloir sauver la démocratie en s'appuyant sur des militaires félants au service de l'Élysée, au service de la France-Afrique, des assassins sanguinaires, ce choix relève de la psychiatrie. Saïd Saadi a passé sa jeunesse à critiquer le pouvoir du FLN et des militaires pour finir par pactiser avec eux. Où est la logique dans tout ça? On ne peut pas retenir l'excuse de la naïveté de Saïd Saadi, qui est quand même médecin et donc un universitaire. Il ne peut donc pas se cacher derrière un tel prétexte, il a été formé par Aït Ahmed. Le choix conscient de la rupture du processus électoral a déclenché une guerre civile, d'une armée contre son peuple, plus exactement d'un état-major de l'armée, au service de Paris, contre la grande majorité du peuple algérien qui avait voté pour le fils. Ça, c'est une réalité. La veille de l'interruption du processus électoral, les directeurs des organes de presse avaient été convoqués au ministère de l'Information où Abou Bakr Belkaïd, c'était l'ex-ministre, les avait instruits de ce qui allait se passer, précisant que les décideurs, l'armée, la junte, avaient tablé sur 60 000 morts et insinué par là qu'il fallait jouer le jeu. Motus et bouche cousue. Le journaliste Ma'amar Farrah, fondateur du quotidien Le Soir d'Algérie, avait jeté un pavé dans la mare en révélant cette information qui avait eu l'effet d'une bombe et qui est aujourd'hui sur Internet, où tout le monde peut la lire. À vrai dire, Saïd Saadi le savait très bien. C'était pour lui le seul moyen d'exister politiquement, car avec la victoire du fils, il sombrait dans les oubliettes de la politique, au vu de son piètre résultat de 1,9% des suffrages. On le sait, il ne vaut rien dans les urnes. Le constat du coup d'État militaire de 1992 est très simple. La junte a pris le pouvoir, ils ont massacré absolument tous leurs adversaires, ils ont mis en place un système de corruption généralisé, ils ont pillé les richesses de l'Algérie, des centaines de milliers de cerveaux ont fui le pays, les jeunes préféraient prendre le risque de sombrer dans les eaux froides et provantes de la Méditerranée plutôt que de vivre chez eux, rester sur leur terre avec leur père et leur mère, à subir la misère certes, mais bon, et surtout les brimades et les humiliations. Ces mêmes généraux ont ensuite amené Abdelaziz Bouteflika, leur servant de façade politique. Celui-ci finira le travail en leur assurant l'impunité en recourant à la supercherie de la fumeuse charte de la réconciliation nationale. Comme ça, on ne va pas leur demander des comptes. Sans le préalable incontournable de vérité et de justice avec le résultat que l'on connaît, mettant à la tête de l'État des voyous, des arrivistes et des assassins, des barons de la cocaïne et du shit. N'importe quel criminel pouvait sortir innocenté d'un tribunal en glissant une enveloppe de 500-600 millions de centimes à un procureur véreux. Pouvait-on faire pire, franchement? Pouvait-on faire pire? Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand avaient d'ailleurs condamné en janvier 1992 le coup d'État militaire. Il n'était pourtant pas islamiste ni intégriste, on est d'accord. Pour aller plus loin dans l'analyse politique, citant Bruno Etienne, grand et éminent spécialiste de l'islam et de l'Algérie, surtout l'Algérie, qui a publié en 1994 ou 1995 dans les colonnes
des rebonds de Libération, le 24 février, une tribune cinglante ciblant les laïcars et autres intégristes, intitulée Les vérités qui font mal à l'Algérie, qui nie la réalité politique et religieuse de l'Algérie. Les propos sont extrêmement violents puisqu'il affirme que, je le cite, les Français n'ont pas encore admis que l'Algérie indépendante est arabe et musulmane et que les laïcs qui causent à la télé ne représentent personne. Fin de citation. Monsieur Bruno Etienne est un haut gradé du Grand Orient de France. On ne va pas l'accuser d'intégrisme, d'islamisme, blabla. Le rêve à peine caché de Saïd Saadi était précisément de devenir le ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement de Bouteflika. Ça, il faut le savoir. Il a tout fait pour l'être. Il a d'ailleurs réussi à caser des membres du RCD dans un ministère, 2. Il avait également 2 dizaines de députés, à peu près 19, à l'Assemblée nationale. Du coup, quand on nous explique que Saïd Saadi n'a jamais appartenu au pouvoir, il est quand même permis de rire à gorge déployée face à ce mensonge. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ministre, député, enfin, il fait partie de l'exécutif, là. Au cours d'une conversation avec M. Nasser Boudiaf, le fils du défunt Mohamed Boudiaf, ce dernier me raconta quelques anecdotes croustillantes concernant Saïd Saadi. Après avoir constaté qu'il était présent lors des funérailles de Hafid al-Assad, il lui posa la question de l'incongruité de cette présence étant lui-même un adversaire radical et déterminé du ba'thisme. Sa réponse à Saïd Saadi fut la suivante, je le cite, « Bouteflika m'a appelé et m'a demandé de l'accompagner en insistant, du coup j'ai accepté. » Fin de citation. Est-ce franchement une réponse politique sérieuse d'un responsable politique? Ben non, c'est du copinage, je ne sais même pas comment on pourrait appeler ça. M. Nasser Boudiaf a également démenti les propos de Saïd Saadi qui affirmait, à qui il voulait l'entendre, que l'ex-président Mohamed Boudiaf avait voulu le nommer chef du gouvernement. Nasser Boudiaf a rappelé que son père n'avait nullement l'intention de placer Saïd Saadi à la tête du gouvernement, puisqu'il ne représentait pas grand monde et il ne faisait même pas l'unanimité chez lui dans son fief historique. Effectivement, l'argument est imparable. Il a perdu des élections à Arib, Saïd Saadi. Il faut le faire quand même. Revenons maintenant à l'histoire du RCD, qui est pleine de surprises déroutantes. Au tout début, en 1978, Saïd Saadi appartenait au parti du FFS, Front d'effort socialiste, de Hossein Aït Ahmed, qui débuta son action politique juste après l'indépendance de manière clandestine. Il quittera ce parti début 82. Donc ils ont débuté en 62 et Saïd Saadi le quitte en 82. Nous apprenons dans de nombreux livres qu'en réalité, le RCD a été créé par les services de renseignement algériens afin d'affaiblir le FFS, comme avait fait le DRS avec le fils et en créant le Hamas, pour affaiblir le fils. Nous apprenons par exemple dans le livre France-Algérie, crimes et mensonges d'État, aux pages 131 à 133, l'implication de l'Arbi Belkhair et Saïd Saadi dans les événements d'octobre 88 en Kabylie. Il suffit de lire le chapitre 5, concernant les événements du 5 octobre 98, le sous-chapitre intitulé « La neutralisation de la Kabylie », dans lequel on apprend de la bouche de l'avocat maître Ali Yahya Abdelnour que Saïd Saadi, qui est un grand cadre du RCD, avait été reçu à la présidence par l'Arbi Belkhair, qui était directeur de cabinet du président de la République, Chadli Benjdid, que ce dernier lui avait donné carte blanche pour contrôler la Kabylie. Le but de la manœuvre était d'empêcher que la Kabylie se révolte avec Alger et que cela prenne des proportions nationales incontrôlables par le régime. C'est une des plus grandes trahisons de Saïd Saadi envers l'Algérie qui aurait pu se débarrasser déjà à l'époque de ces criminels. On aurait gagné 30 ans et beaucoup de vies humaines. Hein? N'est-ce pas? Mais bon, il faut le rappeler. Rappelons qu'à l'époque, il n'était pas du tout question encore d'islamistes intégristes, mais d'une révolte populaire, saine, légitime, spontanée, contre un régime corrompu qui avait fatigué tout le monde. D'ailleurs, dès sa sortie de prison en 1987, Saïd Saadi s'emploiera à déstabiliser le mouvement culturel berbère, le fameux MCB, en créant son propre parti, le RCD. Sauf qu'il fera la déclaration publique de la création de son parti 2 semaines avant le référendum du 23 février, ouvrant la voie au multipartisme. Il le fera le 11 février 89 en annonçant un meeting à Tizi Ouzou. Comment est-ce possible dans un état policier sans avoir l'autorisation du DRS? C'est impossible. De toute façon, même si un parti politique naissant peut être dirigé initialement par de véritables militants indépendants, intègres, patriotes, le DRS va très vite infiltrer ce beau monde, comme l'explique parfaitement le colonel Mohamed Samraoui à la page 37 de son livre extraordinaire Chronique des années 200, qui est une mine d'informations sur le mode de fonctionnement du DRS en Algérie. D'ailleurs, la personne qui parle le mieux de Saïd Saadi est bien le chanteur Ma'toub Lounes. Il avait traité d'Ouchaï, un hybride issu du croisement entre un chien bâtard et un chacal, surnom qu'il garde aujourd'hui encore parmi nombreux ex-partisans du RCD,
totalement déçu par sa gestion du parti et ses manœuvres politiciennes, qui ont affaibli aussi bien le MCB que le FFS. D'ailleurs, vous pourrez trouver sur Internet plein de commentaires, Ouchaï, etc. Mais comme le pire ne déçoit jamais, on retrouve très régulièrement des messages sur les réseaux sociaux indiquant que Saïd Saadi serait impliqué dans la mort de Ma'toub Lounes. Là, ça devient grave quand on lit ça, on se dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Nous vous invitons à lire le livre cité précédemment, France-Algérie, crimes et mensonges d'État, aux pages 392 et 394, relatant l'enlèvement de Ma'toub, puis aux pages 556 à 560, son assassinat. Ou bien mieux encore, voir le documentaire diffusé le 31 octobre 2000 sur Canal+, de la série 90 minutes et intitulé « Qui a tué Lounès Ma'toub ». Nous apprenons que l'enlèvement de Ma'toub du 25 septembre 1994, qui était en réalité un assassinat raté, puis l'attentat meurtrier du 25 juin 1998 n'étaient en réalité que des prétextes pour faire embraser la Kabylie contre les islamistes. D'ailleurs, le rôle joué par le RCD et Farhat Mehani après l'enlèvement fut catastrophique, selon les auteurs du livre, car ils vont multiplier les provocations à l'encontre du GIA, supposé responsable du rapt à l'époque. Ils ont tout simplement lancé un ultimatum avec une menace claire de guerre totale. Un truc de fou, des civils qui menacent une guerre totale. Il est très curieux de voir un tel communiqué écrit par des civils, sans aucune précaution. C'est dingue, c'est un appel au chaos. D'ailleurs, Saïd Saadi a toujours été pour la mise en place des milices armées en Kabylie. Ce sera le début d'un très grand nombre de crimes et de dérives, comme ceux du célèbre Al-Morfi de l'Akhdariya, dans la wilaya de Bouira, etc. De très grandes fortunes ont été accumulées à l'époque par les dirigeants de ces milices, qui n'avaient absolument rien de patriotique, mais on était plutôt dans le comportement, dans le grand banditisme. Mais le pire dans cette histoire, c'est d'apprendre que Farhat Mehani, le patron du MAC, avait commencé à rédiger un communiqué sage et prudent, alors que Saïd Saadi l'a appelé en lui demandant de durcir le temps, lui dictant même le nouveau communiqué, c'est à la page 394. Il est d'ailleurs très curieux d'observer cette façon de faire, celle de dicter un texte et de le faire signer par autrui. C'est comme le communiqué du RCD concernant ma rencontre. Heureusement que les membres du groupe responsable de l'enlèvement ne sont pas tombés dans le panneau, c'était des Kabyles en plus. Selon le témoignage de M. Ali Idir, qui en était membre, il l'a dit, il l'a expliqué. Ils ont donc retenu Ma'toub 17 jours, puis l'ont relâché. En lui expliquant d'expliquer, ils lui ont dit, on te demande juste d'expliquer au peuple ce qu'on est en train de faire. On nous a volé nos élections et cet État est illégitime, etc. Malgré les ordres de Djamel Zitouni, l'homme fort du GIA dans la région de l'Algérois, mis en place par le DRS de Toufir. Toufir demandait à Djamel Zitouni de demander aux autres de tuer Ma'toub, mais les autres, comme ils le connaissaient que ce n'étaient pas des criminels, ils ne l'ont pas tué. Mais ce qui se cache politiquement derrière cette affaire est beaucoup plus grave et concerne toute l'Algérie. Car au même moment, le président Zoroal avait entamé des initiatives de dialogue avec les groupes armés. L'assassinat de Ma'toub aurait fait capoter tout le travail, comme on peut l'imaginer. C'est d'ailleurs systématique. À chaque fois qu'il y a des grands moments politiques, on constate qu'il y a un attentat, un carnage pas loin. Quant à l'assassinat de Ma'toub en 1998, nous allons retrouver les mêmes protagonistes. En premier lieu, le député du RCD Nordin Haït Hamouda, réputé proche des services de renseignement. En effet, 1 heure à peine après l'assassinat, il appelait la sœur du défunt Malika Ma'toub, ainsi que tous les médias français affirmant que c'est le GIA qui en était coupable. On se demande comment il a pu faire une telle confirmation. Autant de certitudes, pas d'enquête, rien. Le corps du cadavre étant encore chaud. Il téléphone à tout le monde, il leur dit c'est le GIA, c'est le GIA. Bon, ça aurait pu être n'importe qui, il y a peut-être un autre groupe armé, on ne sait pas. C'est toujours la même histoire, mentir, encore mentir, comme ce fut le cas avec Qasdi Merbeh, dont on avait attribué l'assassinat au GIA. Pourtant, même les services de renseignement français ont très vite compris que ce sont les services algériens les responsables du massacre, comme l'explique Roger Faligot, grand spécialiste des services de renseignement dans l'histoire politique des services secrets français. En réalité, ils savent tout ce qu'ils mentent, ils ont tout simplement choisi leur camp, celui du crime et de la trahison. C'est aussi simple que ça. Sauf que la mayonnaise ne prendra pas et que la population kabyle de la région criera immédiatement son slogan favori « Pouvoir assassin ». D'ailleurs, lors de leur déplacement sur les lieux du crime, des journalistes de Canal+ vont discuter avec les habitants qui ont insisté précisément sur le fait que ce sont les services de renseignement et non pas les islamistes les coupables. Même une vieille dame qui marche dans la rue, elle lui disait ça. Ce qui n'empêchera pas les médias français de confirmer que c'est bien le GIA qui est derrière l'assassinat. En d'autres termes, ils en savent plus que le peuple lui-même, témoin de la scène de crime. À la vision du reportage 90 minutes de Canal+, on comprend en effet qu'il existe un très grand nombre de témoins qui ont vu des militaires préparer l'opération et l'exécuter. Le personnel de la gendarmerie du secteur a été muté entièrement après l'attentat.
Allez, ils les ont mutés dans le sud, allez savoir où, à 2000 km. Ils ont fait signer une fausse déposition à la veuve Ma'toub qui témoignera dans le reportage. Elle le dira elle-même. Même sa sœur Malika se fera menacer selon elle par Nourdine Ait Hamouda, lui conseillant de collaborer et de ne pas faire de vagues. Des plus hauts dirigeants du RCD vont réaliser un travail de propagande phénoménal afin de faire croire à la population que c'est bien le GIA le coupable, allant jusqu'à imprimer et distribuer des dizaines de milliers de tracts. Est-ce le travail d'un parti politique de distribuer des tracts pour expliquer que c'est quoi ça? Ils vont insister là encore auprès de sa sœur Malika afin de reprendre dans les médias parisiens la thèse du GIA. Elle le fera un certain temps jusqu'au jour où elle comprendra que tout est faux et elle témoignera bien sûr de ça. L'accusation la plus lourde contre les membres du RCD réside dans le fait qu'ils aient confisqué le passeport de son épouse à Ma'toub pendant 8 mois sous le prétexte fallacieux de lui obtenir un visa à l'ambassade de France, ce qui a incité Ma'toub Lounes à rentrer précipitamment de France en Algérie pour récupérer le passeport. Ma'toub était donc attendu et c'est ce qui était recherché. C'est ce qui est reproché donc au RCD. Pire encore, une question sera posée à Saïd Saadi sur un plateau télé concernant justement l'enquête judiciaire qui patine, qui patauge, qui n'avance pas, l'enquête sur l'assassinat de Ma'toub. Il osera affirmer toute honte bue. Quelles conditions d'enquête vous allez demander? L'affaire est en justice. La justice a tranché, ou là elle va trancher, et puis voilà. Avec qui? Pourquoi est-ce que votre commission d'enquête serait plus crédible que la justice? Qu'il fait totalement confiance à la justice algérienne pour mener l'enquête. Ça se dit ça? Et qu'il était contre toute commission d'enquête internationale. Qu'est-ce qu'il a caché? Pour finir, aucun haut dirigeant du RCD, pas même Nourdine Ait Hamouda, n'avait estimé nécessaire à l'époque d'assigner en justice la chaîne ou les auteurs du reportage, malgré l'extrême gravité des accusations. Monsieur Saïd Saadi dépose plainte contre moi à Marseille pour une futilité et il ne dépose pas plainte contre Canal+. Il ne dépose pas plainte contre le livre de Jean-Baptiste Rivoire et Lounis Agoun. Celui qui parle le mieux du fonctionnement du RCD est l'avocat Mokran Ait Larbi, qui fut un des membres fondateurs. Il a d'ailleurs quitté le parti dès qu'il a compris très tôt qu'il était impossible de comprendre d'où venaient les fonds et comment ils étaient dépensés. En effet, Mokran Ait Larbi s'était rendu compte dans une interview que vous trouvez sur Internet. اكتشفت أنه القرارات نتاع الحزب تتخذها مجموعة تعمل في الظل، تعمل في الليل، ومن بعد نجي وحنا للأمانة الوطنية برك باش نعاودوا كلام من جديد ونزكي والقرارات اللي تتخذ في الليل. قلنا ما كاش علاقة مع السلطة، تحالف مع السلطة، كاش لاليونس معها. مشينا واكتشفنا باللي كاين تحالف سري مع جناح في السلطة اللي كان يمثله السي غزالي اللي كان رئيس الحكومة. كمناضلين اكتشفنا مع الوقت أن القرارات الهامة اللي يتخذها الحزب كانت تدرس في مكان واحد آخر. الجانب الثاني من الناحية المالية، أنا كنت في الحزب ما عندناش مال، حتى باش نخلصوا لا سيكريتير ولي بيرمانون كنا نلايموا الدراهم بيناتنا، عندنا بعض المال ما كاش الدراهم. في الصيف نتاع 91 اتضح أن الحزب عنده دراهم. منين جاو الدراهم؟ المسؤولين في هذاك الوقت راهم موجودين حيين، تسقسي أي واحد قال دراهم منين جاو حتى واحد ما على باله. Que beaucoup d'argent entrait dans les caisses du parti sans en connaître la provenance, alors que normalement ils avaient rien. Le trésorier du parti a été incapable d'expliquer la provenance des fonds. C'est quoi ce parti? D'ailleurs, le RCD va bénéficier d'une aide substantielle du pouvoir avec l'octroi d'une villa située à El Biar en guise de siège national. Pour la comparaison, Qasdi Merbeh, qui fut le premier haut responsable à rejoindre l'opposition et à fonder son propre parti, ne recevra aucune aide, bien au contraire. Il rencontrera des grandes difficultés à ouvrir une simple ligne téléphonique dans son siège national mis à sa disposition par un militant. On permettra d'ailleurs à Saïd Saadi d'organiser des meetings, des conférences, en annonçant la création du RCD avant même le vote de la loi sur le multipartisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur Mokran Ait Larbi affirmera dans cette interview que les décisions du RCD étaient prises dans le secret par un comité restreint en dehors des instances dirigeantes statutaires, reprochant une proximité de Saïd Saadi avec le pouvoir, plus précisément avec Sid Ahmed Ghazali.
Mokran Ait Al-Arbi expliquera que tout son militantisme fut pour la mise en place du multipartisme démocratique et que, in fine, il s'est retrouvé dans un parti qui ne l'était pas. Attention, il n'est pas question ici de critiquer, juste que ça soit clair, l'intégrité, l'honnêteté des militants du RCD, mais bien le fonctionnement à la tête du parti à une époque donnée. D'ailleurs, un nombre incalculable d'ex-militants et de hauts cadres du parti ont quitté leurs fonctions dès qu'ils ont commencé à comprendre le petit manège. Les exemples foisonnent, il y a plein d'articles sur Internet, vous pouvez les lire. Messieurs Rabah Bousta, Jamal Farjallah, le docteur Smaïl Chaou, Arzqi Tirouche, Kamal Msaadi, Ali Ibrahimi, etc. C'est pas moi tout ça, je suis pas responsable de tout ça. Au demeurant, on a pu constater l'incapacité totale du président du RCD à former une équipe de cadres compétents capables de diriger le parti sans lui. Et en fait, non, parce que s'il forme une équipe, ils vont lui prendre la place, alors que lui, il est resté 23 ans. Vous comprenez pourquoi les partis politiques, c'est catastrophique? Venons-en maintenant au bien foncier de Saïd Saadi. C'est la question qui intéresse beaucoup tout le monde, j'imagine. Avant de parler de la villa d'Alger sur les hauteurs d'El Biar, faut-il rappeler que M. Saïd Saadi possède déjà une maison dans son village natal d'Aghrib. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'était un héritage familial. Pour celle d'Alger, la parcelle de terrain de M. Saïd Saadi a été acquise, comme le démontre l'acte de propriété, le 17 février 2002 et porte le numéro 4. Elle présente une superficie de 470 m² et est attachée et détachée d'une parcelle plus grande évaluée à 3270 m² baptisée coopérative Ain Bouja et composée de 6 lots appartenant à l'agence de gestion et de régulation foncière urbaine d'Alger, la GERFA, organisme public en ayant lui-même fait l'acquisition auprès du directeur des biens de l'État de la wilaya d'Alger en vertu d'un acte administratif. C'est ce qui s'affiche à l'écran. Le prix payé par M. Saïd Saadi à la GERFA est de 7 285 000 dinars, soit 15 500 dinars le mètre carré, le prix officiel divisé par 30, autant dire des clopinettes. Sachant que de tout temps, cette zone d'El Biar sur les hauteurs d'Alger a toujours été prisée et que le prix du marché dans ces quartiers UP caracole en tête des classements et avoisine les 500 000 dinars le mètre carré. Sur ce terrain, qui à lui seul vaut sur le marché 25 milliards de centimes, il a construit une immense villa avec piscine que décrit parfaitement le document de régularisation délivré par la mairie d'El Biar. Un sous-sol comprenant une cave, un rez-de-chaussée comportant 4 garages ainsi qu'une chaufferie, un premier étage comprenant un bureau, 2 salles de séjour, une salle de sport, une salle à manger, 2 cuisines, une chambre, 2 salles de bain, 4 toilettes et une cour. Enfin, le deuxième étage qui comprend 6 pièces de bureau et 6 salles de bain ainsi que 3 vestiaires. Ajoutant à cela que l'obtention de ce terrain s'était réalisée lorsque le maire de la commune d'El Biar était lui-même membre du RCD, comme vous pouvez le constater sur les documents officiels. Quel bel exemple de démocratie! Il faut savoir aussi que cette coopérative est hautement sécurisée avec gardiennage et qu'on y dénombre des généraux et hauts fonctionnaires de l'État comme l'ex-patron du DRS, Atman Tartag. C'était sa résidence de fonction. Atman Tartag qui est actuellement en prison. On peut trouver également le général Senhaji, si bien qu'il est légitime de s'interroger sur la présence a priori incongrue de Saïd Saadi au sein de cet aréopage, alors qu'il se dit opposant au régime. Enfin, comment ne pas relever une coïncidence troublante entre la date d'acquisition de ce bien immobilier et l'année funeste 2001, au cours de laquelle 127 jeunes Algériens originaires de Kabylie ont été froidement assassinés par des gendarmes et 5000 autres blessés. Car si l'acte de propriété a été enregistré le 17 février 2002, il faut savoir que la décision d'attribution a été prise avant 2001, c'est-à-dire la même année. Ajoutant qu'il était à cette date, à cette même époque, député. Je vous ai donné les dates initialement, au début de la vidéo. De fait, l'affaire de ce massacre de masse, qui n'est rien d'autre qu'un crime contre l'humanité imprescriptible, a été enterrée et plus personne n'en a parlé parmi les hommes politiques de la région. Venons-en maintenant assez bien en France et plus précisément à Marseille. Après enquête auprès du greffe local, nous avons constaté, le tribunal de commerce marseillais, que la famille Saïd Saadi possède à Marseille une SCI, ou Société Civile Immobilière dénommée Ménissu. Elle a été dirigée jusqu'en 2014 par son épouse, ainsi que 3 de ses enfants, comme vous pouvez le constater à l'écran. À partir de cette date, c'est son fils Hamzienne qui prendra la direction de la SCI. Dans les documents obtenus auprès du greffe, on peut constater la présence de 4 adresses sur Marseille, notamment 6 rue Blanche dans le 8e, 30 boulevard Barral dans le même arrondissement, juste à côté, pas loin non plus au 171 boulevard Michelet juste en face, puis enfin 54 bis boulevard de la Grotte Roland. Les 4 adresses sont attribuées dans les quartiers sud marseillais, c'est-à-dire les quartiers chics dans lesquels le foncier est le plus coté et donc le plus cher. Quant au cadastre, il indique 3 parcelles appartenant à la SCI Ménissu rue Blanche dans le 6e arrondissement marseillais. Une autre information d'une source fiable nous affirme que Saïd Saadi est propriétaire également d'un vaste terrain dans la ville d'Aubagne, à 18 km de Marseille. Nous n'affirmons pas que tous ces biens ont été acquis avec de l'argent sale, mais il va de soi qu'une enquête judiciaire en bonne et due forme devient urgente.
Même si la villa d'Elbiar a été louée à un prix avoisinant les 10 à 12 000 euros par mois à un diplomate belge, faut-il rappeler que tout investissement assorti d'une sortie de devises d'Algérie est interdite par la loi. Il faudra également faire appel au service de Tracfin pour déterminer si toute cette manne financière est d'origine légale ou douteuse. Saïd Saadi était dirigé en Algérie par le DRS de Toufir. En France, c'est son ami BHL, Bernard-Henri Lévy, qui va lui ouvrir l'accès aux médias. Étant donné le caractère sulfureux de l'ultrationniste BHL, toute personne saine d'esprit ne pourra que lui reprocher cette amitié. Comme seule défense, Saïd Saadi expliquera lors d'une interview qu'il n'est pas normal de lui reprocher cette proximité avec Botul, alors que le président Abdelaziz Bouteflika avait serré la main des Houd Barak lors des funérailles de Hassan II, 24 juillet 1999. Voilà les arguments de ce type. Tous les amis de Saïd Saadi sont en prison. Saïd Bouteflika, Toufir, Louisa Hannoun, Khalid Msaoudi, Toumi, inculpés pour dilapidation de deniers publics, octroi d'indus avantages et abus de fonction. Sans oublier Amara Ben Younes, son ex-directeur de cabinet, député et ministre RCD, qui dort depuis le 13 juin dernier en prison pour corruption. On peut ajouter à cette clique mafieuse Khaled Nzar, qui est actuellement en fuite à l'étranger, et son voisin d'Elbiar, l'ex-patron du DRS, le sanguinaire Atman Tartag. Des rumeurs insistantes affirment que c'est Ali Haddad, également en prison, qui lui aurait payé sa voiture blindée au cours de la décennie sanglante. Mieux encore, n'oublions pas Issa Darbrab, lui aussi passé par la case prison, qui est une machine à Toufir, fabriquée par Toufir, le DRS, dont beaucoup sur Internet insinueraient qu'il aurait mis à la disposition du RCD plusieurs permanents payés par ses soins, des emplois fictifs. C'est grave quand même comme accusation. Bref, Saïd Saadi a un réseau. Et les gens qui gravitent autour de lui font tous partie du Hizb français. Ce sont les seuls qui peuvent avoir des interviews fleuves dans les journaux et autres magazines de la presse française qui fait leur éloge à longueur de colonne. Le 2 mars 2019, très vite, Europa l'invitera pour parler du Hirak, alors qu'il n'a même pas été autorisé à y participer, à Bdjaïa le 4 avril. D'ailleurs, cette même presse ne s'est offusquée qu'après l'emprisonnement de Louisa Hannoun et Khalid Msaoudi. Mais pas un traître mot n'a été dit sur les autres détenus politiques, pourtant 1000 fois plus célèbres et respectés par la population algérienne. Ils arrivent même à faire croire aux plus naïfs d'entre leurs lecteurs que Khalida Messaoudi est une opposante politique, alors qu'elle a passé 12 ans comme ministre dans 5 gouvernements d'Abdelaziz Bouteflika, ainsi que 5 ans député. Faut le faire. Revenons justement au meeting tenu en janvier 1998 à la Mutualité par la fine équipe des BHL, Lang, Glucksmann, Goupil, Finkielkraut, Denis Jambard et consorts, qui a reçu Saïd Saadi, Khalid Msaoudi, Sohaib Benchir, etc. C'est d'ailleurs toujours cette même clique parisienne qui a défendu depuis des décennies les dictateurs tunisiens ou marocains. L'objectif était de faire taire toute réflexion concernant l'implication de l'armée des escadrons de la mort dans l'assassinat de dizaines de milliers d'Algériens. Pour faire pleurer bien sûr dans les chaumières, le DRS a ajouté dans les bagages de Khalid Msaoudi 2 femmes voilées, comme l'expliquera plus tard Abdelkader Tiga, qui était lui-même agent du DRS opérant au très sanguinaire CTRI de Blida chez Djbar Mhenna. Comme par magie, pour ces faux opposants algériens complices de la junte militaire, cette dernière qu'ils combattaient hier et qu'ils accusaient d'exactions et de torture est devenue d'un coup irréprochable. Botul, le philosophe le plus stupide de France, ira jusqu'à publier des articles fleuves les 8 et 9 janvier 1998 dans le journal Le Monde après un voyage en Algérie, aidé en cela par Saïd Saadi. Le but de ces articles était de défendre mordicus la junte militaire et faire taire toute critique. Ali Haroun avait été envoyé par le DRS une année auparavant afin de prendre langue avec toutes ces têtes d'affiche parisiennes. Toujours Ali Haroun, toujours les mêmes équipes. Au même moment en Angleterre, The Observer affirmera l'inverse dans un article de John Sweeney, publié le 11 janvier 1998 grâce au témoignage de 2 ex-membres des forces spéciales impliqués dans le massacre de 16 personnes, dont des enfants et des bébés, tous égorgés par les forces de sécurité. Vous voyez la différence de traitement, c'est quand même dingue. Concernant Qasdi Merbah, qu'en est-il de mon lien de parenté avec l'ex-chef du gouvernement algérien Qasdi Merbah? Oui, effectivement, c'est mon oncle maternel. Sauf qu'il n'y a absolument aucun lien le rattachant à cette affaire. Si, quand même, dans une certaine mesure, puisqu'il a été assassiné par les patrons de Saïd Saadi. C'est vrai. Hormis ce lien majeur, c'est du hors-sujet. D'ailleurs, quand M. Qasdi Merbah a quitté la tête de la sécurité militaire, en 1979, j'avais 4 ans. Faut-il également rappeler qu'il a été assassiné par la junte militaire, par l'Arbi Belkhir, par Toufir, par l'Ammari. Sur le terrain, les coupables du volet opérationnel sont Béchir Tartak, Smaïn Lamari, dirigé par Mohamed Toumedienne, dit Toufir. Faut-il également rappeler que cet assassinat a été commis en août 1993, il y a de cela 26 ans. Du coup, comment Saïd Saadi et les journalistes laqués peuvent-ils oser sous-entendre qu'il s'agit d'un complot de l'armée? C'est quoi le rapport? Ajoutons à cela que j'ai quitté l'Algérie le 1er septembre 1992, il y a de cela 27 ans, afin de commencer un cursus médical sans jamais retourner vivre en Algérie.
Il me paraît également important de préciser que je n'ai bénéficié d'aucune bourse d'études algérienne ou d'un quelconque autre pays. Concernant la carrière militaire de M. Qasdi Merbeh, je vais vous raconter ici quelques anecdotes croustillantes que très peu de gens connaissent, comme vous allez pouvoir le constater. Remettre en cause son patriotisme et son intégrité relève de la subversion de la propagande des ennemis de l'Algérie. Qasdi Merbeh est considéré comme le patron de la très puissante sécurité militaire de l'après-guerre. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, je ne suis pas là pour le défendre. Hein. Si vous avez des trucs à lui reprocher, faites-le. Si vous avez des dossiers, faites-le. Je ne suis pas là pour le défendre. Je suis là pour faire un constat historique. Qasdi Merbeh, ayant à l'âge de 18 ans pris les armes contre le colonialisme français en compagnie de son frère aîné, le shahid Mustafa Khalbdi Cheki Barslan, officier de la LN, exécuté au Camp Moran par le capitaine Samari de sinistre mémoire. Il fera partie de la délégation du GPRA aux négociations secrètes de Lugrin et des Rousses, puis aux négociations officielles d'Évian, en qualité d'expert militaire alors qu'il n'avait que 23 ans. Son vis-à-vis français à la table des négociations était le général de Kama. Il prendra la tête du renseignement militaire à l'âge de 24 ans. Maintenant, je vais vous raconter quelques histoires qui vont vous démontrer qui est Qasdi Merbeh. L'affaire Tebti Boumaza. D'aucuns nous expliquent que les accords d'Évian contiennent une clause stipulant la livraison gratuite de pétrole à la France. Et même, voilà, moi, j'y arrive pas à y croire. Pourquoi? Pourquoi pas? Mais si c'était le cas, pouvez-vous nous expliquer l'utilité de l'affaire des espions algériens Tebti Boumaza? Il s'agissait en effet de la mise en place d'un réseau d'espionnage dirigé par M. Wali Boumaza qui a chargé son agent Rachid Tebti de séduire une secrétaire de la direction des affaires économiques et financières du Quai d'Orsay nommée Béatrice Allega. L'affaire sera jugée en octobre 1970. Il s'agissait d'avoir des informations avant la nationalisation des hydrocarbures. M. Jean Rocher en parle dans son livre 5 ans à la tête de la DST aux pages 169 à 71. Monsieur Rachid Tebti s'était fait passer pour un prince menant grand train à Paris et a réussi ainsi à mettre la main sur des centaines de documents de la plus haute importance. Ils furent condamnés à 5 et 10 années de prison mais libérés en juillet 71 en échange d'espions français. Tout ceci bien sûr à quelques mois seulement de la nationalisation des hydrocarbures le 24 février 71 qui a été fait bien sûr sans l'accord des Français qui a mis hors de les Français. Et d'ailleurs, personne ne croyait que l'Algérie pouvait extraire le pétrole et le gaz sans l'aide technique des Français. Pourtant, voilà ce qui s'est passé, et tout ceci est dans les journaux et dans les livres. Deuxième affaire, Kadour Mehyaoui. C'est une affaire qui a tenu en haleine la presse française pendant 5 ans, puisqu'il était question d'un crime d'une extrême violence, un crime crapuleux de 4 personnes, le 8 octobre 62. La cour d'assises a fini par condamner M. Kadour Mehyaoui, le présumé coupable en 67, pour ces crimes. Sauf que le profil de cette personne ne correspondait absolument pas à celui d'un criminel. Cette affaire était d'ailleurs l'ancêtre du scandale Omar Haddad. En effet, de nombreuses irrégularités ont été commises lors de l'enquête, notamment avec la poursuite en justice d'un des policiers chargés de l'enquête, le dénommé Loiseau, pour faux et usage de faux concernant une photo. Ce policier sera d'ailleurs condamné à 2 ans de prison avec sursis. C'est grave. Bref, Qasdi Merbeh, qui s'intéressait à cette affaire scabreuse, à la lecture des journaux, ayant lu les comptes rendus, dans sa revue de presse matinale, profondément convaincu des innocence de M. Kadour Mehyaoui, ayant décelé des relents de racisme et une façon de clore l'affaire, a décidé de l'inclure dans la liste des prisonniers à libérer en échange des espions français. Il avait donc demandé à ses interlocuteurs de demander au président Georges Pompidou de gracier M. Kadour Mehyaoui en affirmant que c'était un espion algérien et qu'il était innocent. Les autorités lui ayant demandé de patienter quelques jours du fait que le président était en vacances au fort de Brégançon. Qasdi Merbeh a insisté pour que le degré de grâce soit établi rapidement et qu'on le fasse signer par le président au fort de Brégançon. Ce qui a été fait d'ailleurs, très peu de gens connaissent cette histoire. Il est même fort plausible que M. Kadour Mehyaoui lui-même ne soit pas au courant de l'origine de cette grâce quasi miraculeuse. Les responsables de ce crime crapuleux n'ont jamais été retrouvés, je le rappelle. Concernant l'accusation de torture, nous pouvons également aborder en toute sérénité la réputation surfaite de violence et de torture que l'on a vainement tenté d'accoler à M. Qasdi Merbeh lorsqu'il était à la tête de la SM. De son vivant, je rappelle quand même la situation. L'après-guerre 62, c'était le chaos, il y a eu plein de coups d'État. Et moi, je suis contre, je reproche, je n'aime pas du tout Boumediene. C'est une catastrophe, ces coups d'État, tout est illégal. Il n'y a aucun souci là-dessus, je ne suis pas là en train de les défendre. On parle de choses précises. De son vivant, il s'était longuement expliqué sur le sujet et avait reconnu quelques dérapages de certains agents dont il avait appris la commission des faits de torture à la lecture du fascicule que lui avait adressé à son bureau du ministère de la Défense nationale et des militants de l'ERP, Organisation de la Résistance populaire, relatant des sévices subis par M. Bachir Hadjali, militant du PCA, Parti communiste algérien. Cette campagne pernicieuse avait d'ailleurs été lancée par l'Arbi Belkhir et les services pour freiner son élan, tant il craignait son pouvoir et son accession, sa montée au pouvoir.
Il n'y a qu'à reprendre la presse des années 90, 91, 92 et 93, année de son assassinat, pour retrouver toutes ses déclarations et les réponses faites à ses détracteurs, dont Kamel Belkacem et un certain Abdelrahman Mahmoudi, qui agissait en véritable mercenaire de la plume, comme on le peut constater aujourd'hui. Il avait d'ailleurs fermement condamné ces pratiques, sanctionné, exclu les coupables et désaffecté les locaux où avaient eu lieu ces pratiques, tout en veillant à ce que cela ne se reproduise plus. Certains pourraient lui reprocher sa proximité avec Boumediene. Je l'ai dit, je le répète, coupable d'un coup d'État, sans oublier l'importation du modèle socialiste en Algérie, modèle communiste qui a détruit l'agriculture pendant plusieurs décennies, ou tout simplement la maladie de l'industrie lourde dans un pays qui n'était pas préparé à ce type d'investissement. C'est une évidence, l'après-guerre, pas de diplômés, pas de bacheliers, pas de techniciens, pas d'ingénieurs. Sauf qu'il est trop facile de juger une époque plusieurs décennies plus tard. Il faut, pour être juste et pertinent, se replonger dans le contexte politique de cette période. On ne pouvait pas ne pas utiliser les compétences de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, Shell, etc. pour sortir le pétrole et le gaz. On n'avait personne, il y avait 3 bacheliers en Algérie en 62. On y reviendra certainement dans une contribution ultérieure, si Dieu le veut. Concernant la torture et l'accusation farfelue de maître Hossein Zahwan, avocat et ex-président de la LADDH, prétendant avoir été torturé en présence de Qasdim Erbeh, le décrivant comme une personne chauve et de corpulence forte. Il faut rappeler qu'à cette époque, étant encore jeune, à peine 26 ans, la calvitie n'avait pas encore fait ses ravages et sa chevelure était plutôt luxuriante, abondante. En outre, sortant d'une guerre éprouvante, il avait plutôt une corpulence mince et athlétique. Il avait 26 ans. Il avait suffi à Qasdim Erbeh d'exhiber la photographie apposée sur son permis de conduire de l'époque pour confondre le mystificateur. Depuis d'ailleurs, nous n'avons plus jamais entendu parler de ces accusations fantaisistes de maître Hossein Zahwan. Affaire de l'attentat de la bombe d'El Moudjahid. Venons-en maintenant à une affaire très importante, beaucoup plus sérieuse, puisqu'il s'agit de terrorisme, avec les poseurs de bombes au siège du journal El Moudjahid. C'est une affaire également très médiatisée, puisqu'elle impliquait des agents français qui avaient manipulé des Algériens en 1975. Après avoir en 1990 fondé son propre parti politique, le MEJD, Mouvement algérien pour la justice et le développement, M. Qasdim Erbeh a animé quelques meetings politiques, dont 2 en Kabylie à Arbou, dans le fief de l'un des poseurs de bombes, M. Mohamed Haroun, fils de Shahid, connu sous le nom de Mohamed Haroun, très connu en Kabylie, un militant de la mazirité, hautement respecté dans sa région. Alors que ce meeting avait été chahuté par quelques jeunes larbins du système, fortement alcoolisés, bien qu'il se soit poursuivi jusqu'à son terme dans le calme retrouvé, le lendemain de cette rencontre, Qasdim Erbeh reçoit un message de M. Mohamed Haroun qui tenait à s'excuser de ce comportement. Et pour ce faire, il a invité pour un autre meeting qui connut un très grand succès. Il a même invité avec sa délégation à partager un repas confectionné par sa mère, ce qui en Kabylie est un symbole très important, très, très fort, très profond, dans la maison familiale. Cette rencontre fut l'occasion pour Mohamed Haroun de faire cette déclaration au sujet des événements de 1975, remerciant au passage M. Qasdim Erbeh de l'avoir empêché de commettre l'irréparable. Nous avions, Inna Yassi lui a dit, j'ouvre les guillemets, nous avions la tête dure et nous pensions être capables de briser une muraille. Par la grâce de Dieu et grâce à des hommes de la trempe de Sim Erbeh, ni nos têtes ni la muraille ne se sont brisées. Fin de citation. La preuve, preuve en est, la photo qui s'affiche à l'écran illustre cette rencontre et montre le regretté Mohamed Haroun Nasser Hamraoui en train de faire visiter son village natal à Qasdim Erbeh. Il va de soi que vu le nombre de détails donnés, toutes ces informations sont vérifiables par tout un chacun auprès des personnes citées ou de leur entourage s'ils ont quitté notre monde. Il n'y a pas de souci. Par ces simples faits, toute la rhétorique stérile de Saïd Saadi et ses amis journalistes mercenaires s'effondre, aussi bien concernant le fond du sujet ou tout simplement la chronologie des faits, absolument rien ne tient. En réalité, tout le monde l'aura compris, il s'agissait pour lui de jouer la carte de l'émotion, du complot, de la victimisation sans fin, afin de fédérer autour de lui un maximum de personnes, en court-circuitant au plus vite le sens et la raison. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est le fait de vouloir poursuivre ses actions subversives en réalisant des conférences ici et là via son réseau historique, afin de parasiter le Hirak auquel il ne participe jamais. C'est toute l'histoire de sa vie. Psychiatre qui n'a pas été consulté par le moindre patient depuis 40 ans aujourd'hui, dissident et opposant algérien expatrié qui n'a participé à aucune action. Saïd Saadi est très actif puisqu'il va tenir en 2 samedis consécutifs 2 conférences, la première organisée par Berber TV et la seconde par le collectif l'ADDA ou Alliance des démocrates de la diaspora algérienne. Vous pouvez voir la conférence de Berber TV réalisée à Montreuil et constater à quel point il n'a pas changé d'un iota son discours des années 90. Le choix de la date est d'ailleurs très curieux, puisqu'il se fait le jour même du début des élections de la diaspora algérienne en France et la veille de l'appel à la grève générale en Algérie. Alors que toutes les organisations et collectifs de la diaspora impliquées dans le Hirak du dimanche appelaient à manifester devant les bureaux de vote, Saïd Saadi n'en a cure. Il est tout de même très troublant
de voir ce conférencier venir critiquer la mafia Bouteflika et le régime mafieux des militaires alors qu'il décrivait le premier comme étant son ami, Bouteflika, et passait le plus clair de son temps à servir les seconds, à dîner avec eux, etc. De prime abord, il expliquera que la révolte populaire algérienne a été très vite infiltrée par les islamistes, qui ont été expulsés du Hirak. On croit rêver. C'est lui qui a été expulsé du Hirak quand même. Alors qu'on assiste à une union sacrée hein, du peuple, tout le monde s'est uni, les islamistes, les laïcistes, etc., contre la junte. Saïd Saadi n'a rien vu, il nous resserre la soupe indigeste des années 90. Il avait pourtant affirmé sur la chaîne 3 qu'il s'était trompé de société. Il récidive dans cette conférence de manière encore plus lamentable. En réalité, c'est bien lui qui a été expulsé de la manif de Bdjaïa le 4 avril, sous les huées et les cris des « dégage, pouvoir assassin ». Inverser à ce point la réalité relève de la pathologie. Il affirmera ensuite que la théocratie n'est rien d'autre que le règne de l'arbitraire, comme si c'était le sujet du Hirak, dont on connaît tous les slogans, hein, état civil non militaire pour un état de droit, etc. Il lancera ensuite plusieurs insinuations graves, comme le fait qu'il existerait des désaccords profonds au sein du Hirak, que ce dernier n'a pas clarifié ses objectifs, qu'il y a confusion, flou, qu'il commence à devenir banal. Il a utilisé exactement la même technique que Kamel Daoud pour affaiblir le moral des hirakistes. C'est quand même curieux, non? Il osera même parler de risques sur la stabilité de la Kabylie, alors que les dernières élections du 12 décembre ont démontré, suite à une lourde répression du régime, à quel point les différentes régions de l'Algérie étaient soudées. Comme ça ne l'a jamais été. Ensuite, d'ailleurs, pour soutenir Oran, qui a été extrêmement violenté par les forces de l'ordre en Algérie, les Kabyles sont partis en masse les soutenir. Bref, et l'inverse aussi d'ailleurs. Ensuite, il nous expliquera que la démocratie n'est pas la dictature de la majorité. Pourtant, la démocratie n'est rien d'autre que la dictature de la majorité. Pire encore, il faut être précis. La démocratie moderne, comme celle appliquée en France, est la dictature de la minorité. Étant donné que si l'on prend l'exemple de la dernière présidentielle d'Emmanuel Macron de 2017, il a été élu avec à peine 18% des électeurs. Et pourtant, c'est bien son programme politique qui s'impose à la totalité du peuple. En réalité, par cette idée saugrenue et fausse, il essaie d'exister et de se créer une place dans l'échiquier politique. Car il le sait très bien, ses idées et son parti ne représentent pas grand-chose dans la société civile algérienne. Et que le seul moyen pour lui de survivre réside dans la sélection et certainement pas dans l'élection. Il ajoutera d'ailleurs qu'il ne faut pas être trop sévère avec les partis politiques algériens, oh là là, l'opposition, elle a fait son possible, ils ont fait leur mieux. Non. Ces gens ont trahi l'Algérie, ils ont dégoûté les Algériens de la politique pour 1000 ans. Ok, en acceptant des postes et des avantages et des villas poissons. Ensuite, le conférencier reviendra sur l'assassinat de Tahar Djaout en expliquant qu'il n'est pas mort de la grippe, mais bien de 2 balles tirées par des terroristes islamistes, intégristes, blabla, dans la tête. Journaliste de l'hebdomadaire Algérie Actualité, Tahar Djaout sera victime d'un attentat en sortant de chez lui le 26 mai 1993 à Ain Benyan. Il décédera quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Comme toujours, la télévision officielle expliquera que le commanditaire était Abdelhak Layada, émir du GIA. Sauf que la réalité est ailleurs. L'enquête révélera que Layada n'avait rien à voir avec cette affaire et qu'il se trouvait à l'époque des faits au Maroc. En réalité, les criminels n'ont jamais été identifiés et certainement pas retrouvés. Du coup, comment Saïd Saadi peut-il être certain et catégorique lorsqu'il avance que le journaliste a été tué par des islamistes? La justice n'a pas réglé cette affaire. C'est d'autant plus grave que lors des funérailles de M. Tahar Djaout, c'est bien le slogan « Pouvoir assassin » qui fut scandé dans les allées du cimetière. Encore et toujours le même slogan « Pouvoir assassin ». Ajoutant que M. Tahar Djaout était certes contre les islamistes, mais également très critique envers le pouvoir. Il ne représentait donc pas une priorité pour les intégristes. Une autre victime des services de renseignement algériens, journaliste de profession et ami de Tahar Djaout, M. Saïd Morbel, avait fait des révélations dans un livre d'entretien avec Mme Monica Borgman, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, dans lequel il affirme que c'est bien le DRS de Mohamed Mediane Ditoufir qui était derrière les assassinats ciblés des intellectuels. Saïd Morbel était tout sauf un islamiste intégriste et pourtant il affirmait à la page 78, je le cite, « Je pense que malgré moi, je suis un allié du fils. Pourquoi ? Parce que le fils et moi, nous sommes d'accord sur une chose. Nous avons 1 million de choses qui nous séparent, il y en a une qui nous réunit. C'est que je suis convaincu qu'il faut absolument que ce régime tombe pour sauver ce pays. C'est un régime qui est corrompu. Il faut absolument qu'il disparaisse. Et c'est ce que pense le fils. » Fin de citation. Saïd Morbel va nommément citer à la page 101 le véritable nom du général Toufir, le rendant responsable aussi bien des assassinats des intellectuels comme Tahar Djaout que ceux de Boudiaf et de Qasdi Merbah. Il n'y a que Saïd Saadi qui n'est pas au courant. Il mentira ensuite à 2 reprises, une fois en inversant le réel et une seconde fois par omission. Effectivement, il va avoir le culot d'affirmer que le peuple algérien ne condamnait pas assez à son goût l'ingérence des Émirats arabes unis dans les affaires du pays. Pourtant, un nombre incalculable de chants, de slogans, de pancartes gigantesques
dénonçait véhémentement les ingérences de MBZ. Depuis le début du Hirak, les Émirats Arabes Unis sont la cible régulière des attaques des Algériens, comme par exemple le fait de proposer au chef d'état-major Gaïd Salah d'organiser des élections aux Émirats, etc. Ce sera ensuite la dénonciation de la mainmise d'Abu Dhabi sur les ports d'Alger, sur l'industrie du tabac. Tout le monde en parle. Cette affirmation est donc totalement mensongère. Par contre, par omission, Saïd Saadi ne parlera jamais de l'ingérence de Hizb Fransa dans les affaires algériennes. Pourtant, une question lui a été posée à la fin de son intervention concernant l'ingérence élyséenne et à laquelle il ne répondra tout simplement pas. Zappé, la question a été zappée. Enfin, illustrant parfaitement l'adage qui se ressemble s'assemble, Saïd Saadi va féliciter et défendre le travail de Mohamed Sifawi que l'historien Mohamed Harbi a décrit dans le procès intenté par Nazzar contre Souaidia en répondant à la question de Maître Comte s'il connaissait ou avait une opinion concernant Mohamed Sifawi. La réponse de Mohamed Harbi fut la suivante, je le cite. « J'ai demandé après des collègues journalistes et la réponse qui m'a été donnée est qu'il fallait vraiment avoir la naïveté des sociétés innocentes pour considérer qu'il s'agissait de quelqu'un qui travaillait simplement à la rédaction d'ouvrages. » Fin de citation. Effectivement, Mohamed Sifawi était venu témoigner en faveur du criminel Khaled Nazzar qui avait déposé plainte pour diffamation au niveau de la 17e chambre contre le livre de Habib Souaidia, La Sale Guerre, en 2001. Nous avons donc un Saïd Saadi copain de Nazzar et Haroun dans les années 90, un Sifawi qui défend Nazzar à la 17e chambre à Paris en 2002, enfin un Saïd Saadi qui défend le travail de Sifawi en 2019. La boucle est bouclée, non? Monsieur Pascal Boniface a déjà dénoncé ce mystificateur dans son livre Les intellectuels faussaires. Il avait repris quelques bourdes médiatiques fameuses, comme sa pseudo-infiltration d'une cellule terroriste internationale qui n'existe pas. Il a réalisé un reportage pour Complément d'enquête le 27 janvier 2003, je parle de Sifawi, sur France 2, assez spectaculaire, dans lequel il aurait infiltré une cellule d'Al-Qaïda, active entre Paris et Londres, et qui avait pour objectif de commettre un attentat visant la Tour Eiffel. Comme par hasard, son livre traitant du même sujet paraîtra quelques jours avant la diffusion de l'émission. Il fera le tour des plateaux télé, dont celui de Thierry Ardisson, il fera la bise, je crois, à Enrico Macias. C'était extraordinaire, les mises en scène. On a donc un journaliste qui, avec une simple caméra cachée, est 100 fois plus efficace que les services de renseignement français, le MI6 et la CIA réunis. En réalité, la personne qui l'avait filmé, M. Karim Bourti, avait été arrêté par la police et jugé pour des faits n'ayant aucun rapport avec le terrorisme. Ce sera ensuite le scandale de son reportage contre la mafia chinoise. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce reportage de Sifawi, qui est encore plus scabreux, effectivement. Il se fera piéger par un acteur qui se décrivait comme un mafieux, le tout devant un arsenal sans aucune crainte de représailles judiciaires, des armes, il lui disait qu'il faisait du trafic. Mieux encore, Sifawi va affirmer que le corps d'une gamine était enterré dans l'arrière-cour d'un restaurant chinois qui sera totalement détruit par les enquêteurs qui ne trouveront rien d'autre que les ossements d'un chien. Le coût de cette mauvaise blague atteindra les 300 000 € de travaux de reconstruction pour le trésor public. Sifawi publiera un livre en avril 2004 sur les traces de Ben Laden, le jeu trouble des Américains, dans lequel il affirme que George W. Bush attendait sa réélection en novembre 2004 pour faire arrêter Ben Laden. Il présente cette information comme un scoop mondial qu'il aurait eu de l'équipe de John Kerry. Effectivement, George W. Bush a gagné les élections, mais il a fallu attendre le 2 mai 2011 pour mettre fin à la cavale de Ben Laden à Abbottabad. Quant à son livre « Où va l'Algérie ?» et les conséquences pour la France, publié aux éditions du CERF le 21 février 2019, la veille du Hirak du 22, du début de la révolte populaire, c'est un concentré de ratage, un fiasco intégral. Les éditions du CERF ont réalisé une interview courte qui démontre à quel point il est à côté de la plaque. Il affirme qu'un véritable mal-être identitaire s'est installé en Algérie, et notamment avec les régionalismes kabyles, mozabite. Le Hirak a démontré que c'était l'inverse. Il affirme également qu'il existe un grand risque de guerre civile et de violence. Le Hirak a démontré l'inverse. Il remet également une couche sur l'islamo-fascisme qui aurait gangréné selon lui la société algérienne. Le Hirak a démontré l'inverse. Pour lui, les islamistes sont au pouvoir, dans l'opposition, dans les moindres coins de la société. C'est toujours la même rhétorique des années 90. Le Hirak, depuis 10 mois maintenant, démontre chaque vendredi et mardi l'inverse de toutes ces affirmations à l'emporte-pièce. Jamais le peuple algérien n'a été aussi soudé face à un ennemi unique, la junte militaire que Sifawi a servi docilement depuis toujours. L'aspect pacifique du Hirak, sa silmiya, c'est pacifique, démontre encore une fois que le risque de guerre civile est égal à zéro, car le peuple algérien a appris et retenu les leçons de la décennie sanglante. Enfin, les slogans hebdomadaires criés, chantés et écrits, demandant plus de démocratie, un état civil et non militaire, une souveraineté populaire pleine et entière, une justice indépendante, etc., sont à des années-lumière de la propagande islamiste et des délires d'un Sifawi. Pour finir, Sifawi est très proche de BHL et des cercles néoconservateurs français. Il est également invité régulièrement par le CRIF, puisqu'il est un fervent défenseur de l'entité sioniste,
comme on pouvait s'y attendre. La même équipe, on vous dit, c'est toujours la même équipe. BHL toujours au milieu, autour desquels tournent tous ces gens. Tout ce milieu interlope. Bref, conformément à l'adage populaire, qui se ressemble s'assemble, Saïd Saadi ne pouvait que louer le travail très peu sérieux et risible d'un Sifawi et ne pouvait que se lier d'amitié avec Botul. C'est dans l'ordre des choses. En conclusion, et là j'en ai terminé, Saïd Saadi incarne la quintessence du complexe de colonisabilité si bien décrit par Malik Ben Nabi. Il l'a parfaitement démontré au lendemain de sa défaite électorale sur la chaîne 3 en affirmant s'être trompé de société. En réalité, il s'est trompé de modèle à copier, ce qui l'a fait exclure de sa société de son histoire. On aurait aimé que tous les partisans du coup d'État de 92 fassent aujourd'hui leur mea culpa après avoir constaté que leurs choix ont été désastreux pour l'Algérie. On aurait aimé, ce qui était logique et souhaitable, qu'ils s'excusent d'avoir fait les mauvais choix ayant conduit l'Algérie dans l'abîme. On se souvient de l'appel des intellectuels algériens contre la confusion et le défaitisme, publié et signé par 250 personnalités après la publication de la Selguert Habib Souaidia. N'avait-il pas affirmé, je les cite, « Nous soutenons, loin de toute préoccupation politicienne, avec la plus grande fermeté sans aucune ambiguïté, l'action menée par nos forces armées républicaines pour en finir avec le terrorisme, dans la lutte terrible qu'elles mènent contre des infra-humains, au cœur glacé, nous leur disant qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ont le soutien de la société et de ces intellectuels nationaux. » Fin de citation. On est d'ailleurs étonné de trouver parmi la liste des 250 intellectuels signataires une étudiante, une comédienne, un président d'association, bref. Vous remarquerez, le recours a toujours la même stratégie de déshumanisation de l'ennemi, le traitant d'infra-humain, afin de faciliter bien sûr sa mise à mort. Ces mêmes pseudo-intellectuels si démocrates rêvant tant de ressembler à l'Occident et qui, à la première critique légitime de cet Occident, se recroquevillent en le considérant comme une agression inacceptable. Ces mêmes pseudo-intellectuels qui louent l'indépendance de la justice à la française et qui nient le verdict du procès Nzar contre Souaidia, qui a donné raison à Souaidia contre Nzar. Oui, peut-être Saïd Saadi était-il honnête et sincère à ses débuts, oui, pourquoi pas. Sauf que sur le chemin tortueux et escarpé de sa lutte, il a fait les mauvaises rencontres, il a fait les mauvais choix et sillonné les mauvais chemins. Il ne suffit pas de bien commencer une course, il faut également la finir. Un certain nombre de résistants moujahidines de la guerre de libération ont fini comme Harki, car ils n'ont pas résisté à des séances interminables de torture, des viols de leurs campagnes, de leurs enfants, etc. Et ce n'est pas moi qui leur en voudrais, car nul ne peut sérieusement jurer sur l'honneur qu'il aurait pu mieux faire à ce moment-là, dans les mêmes conditions. Comme l'a bien expliqué M. Rabah Bousta, ex-cadre du RCD et proche de Saïd Saadi, ce dernier a complexé l'élite kabyle au point que personne n'ose le critiquer, alors que tous pensent qu'il a trahi la lutte. Il est temps que cela change. Rien de nouveau sous le soleil, du moins pour tous ceux qui sont initiés aux arcanes du pouvoir. M. Karim Tabou l'a très bien expliqué lors d'une rencontre publique, la junte militaire algérienne s'est spécialisée dans le faux, le mensonge et la tromperie. Ils ont mis en place des faux partis politiques, une opposition factice, de faux syndicats, de fausses associations, de faux journaux, une fausse presse, de faux attentats, de faux groupes terroristes et fait naître de faux espoirs. C'est un secret de polichinelle. En réalité, tout le travail que je viens d'effectuer se résumait en quelques mots. Comment un député qui a commencé sa carrière simple médecin à l'hôpital Tizi Ouzou peut-il devenir milliardaire après 30 ans de vie politique algérienne? C'est pas possible, c'est juste pas possible, ça devrait suffire. Les vrais opposants politiques sont interdits de séjour en Algérie ou sont jetés en prison. Certains, ils sont nombreux, ont été tout simplement assassinés. Il serait temps de prendre en considération cette expérience afin de ne plus jamais tomber dans les mêmes pièges grossiers du système. Car les mêmes profils essaient aujourd'hui d'infiltrer le Hirak avec la même détermination que Saïd Saadi et ses semblables. Les enjeux économiques concernant l'Algérie se comptent en centaines de milliards de dollars et les vautours sont très nombreux à planer sur son territoire. Voilà le but, l'intérêt de ce travail d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Pour avoir plus de détails, plus de documents, je vous invite à vous procurer mon livre « Algérie, de la théorie à la pratique du complot », préfacé par le colonel Mohamed Samraoui, sorti le 22 février 2020. Et je vous demande, si vous avez trouvé ce travail pertinent, intéressant, cette analyse utile, de la partager, de la commenter. N'hésitez surtout pas à le faire. Merci pour votre attention et à très bientôt. دقاش سيء راكبين الموجة يا لا 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 يا شيخ
لا